triste. Ces guerres à n'en point finir, tous ces innocents qui meurent sans la moindre justice. Est-ce une réalité ou un rêve? Radio Sunny FM sur la fréquence 89.1 MHz de Cinémachali. Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale Réconciliation des filles et des fils du département de Cinémachali. En effet, notre radio étant un support de l'ONG Sunny Union et dont le slogan est être utile à la communauté pour l'amour de Dieu, se veut être un catalyseur de tout ce qui unit. Pour ce faire, elle est à la pointe de l'événement de la réconciliation annoncé solennellement le 20 juin dernier entre deux personnes devant les cadres et les populations du Cinémachali lors de la cérémonie d'inauguration de l'Institut de formation et d'éducation féminine Sainte-Gabrielle offert par une association Womaogi de cadres de Cinémachali. Il s'agit en l'occurrence de deux illustres personnalités, je dis bien illustres, parce que même si nous sommes dans le cadre du village et qu'on n'est jamais un prophète chez soi, il s'agit du président Laurent Donafologo Augustin qui n'est plus à présenter au plan national qu'international, et du président Koulibaly Temoko Iyadé qui a connu également un rayonnement professionnel international. Malheureusement, ces deux personnalités, plutôt que de servir de locomotive pour le développement du Cinémachali, ont été atteintes par le virus de la division qui a mis à mal la cohésion des fils et des filles de tout un département durant plus de 35 ans. Nous rappelons que lors de la mémorable visite d'État du président de la République Alassane Dramane Ouattara le 6 juillet 2014 à Cinémachali, laissés contre lui, l'un par la droite et l'autre par la gauche, il leur a enjoint de se réconcilier pour le bien de Cinémachali. Sur un ton pathétique qui a soulevé un tonnerre d'applaudissements, signe d'approbation des populations. Aussitôt dit, les deux élites de Cinémachali sous des vivats d'applaudissements ont échangé des embrassades, accolades, répondant ainsi à l'appel à la réconciliation du président de la République. En réponse à l'injonction du chef de l'État, les deux frères se sont aujourd'hui réconciliés. Et pour immortaliser cet acte majeur pour le devenir du Cinémachali, ils ont décidé d'organiser une grande fête qui mobilisera tout le département sous l'assistance des contrées voisines. C'est pas ta faute. À Sunny FM, nous avons décidé de faire le tour des principaux acteurs, mais aussi de quelques cadres et personnes pour recueillir leurs impressions. Le premier acteur que nous recevons aujourd'hui est le président Laurent Donafologo, qui n'est plus à présenter, mais qui se présentera mieux que nous le ferions. Merci président Fologo de distraire une partie de votre temps très précieux malgré votre calendrier que nous savons très chargé pour satisfaire nos éditeurs du département du Cinémachali et au-delà. Avec vous, notre échange tournera autour de votre présentation à travers votre cursus scolaire et professionnel. Nous allons également parler de l'ex-ADC, Association des cadres pour le développement du Cinémachali. On ne peut pas vous avoir sans parler de politique. Par conséquent, nous allons aussi aborder votre carrière politique. Et enfin, terminer par la paix et la réconciliation. Alors, pour commencer, président Fologo est un homme politique de Côte d'Ivoire, né le 12 décembre 1939 à Péguékaha, dans le département du Cinémachali, localisé dans la région du Poro, au nord du pays. Marié et père de 3 enfants. D'entrée, parlez-nous de votre parcours primaire. Le patron de cette belle radio locale qui nous permet de renforcer la cohésion entre nous et qui nous permet éventuellement de résoudre quelques difficultés au niveau de la réconciliation. Cette même radio fait beaucoup à travers les départements pour le développement à la base des villages et des populations. Et je suis très honoré et très heureux de prendre part à cette émission. Et je voudrais, vous-même, en tant que jeune confrère, n'oubliez pas que je suis un vieux journaliste. Donc, vous êtes un jeune confrère, je vous souhaite une longue route. Merci. Et voilà, la route que j'ai faite pendant plusieurs années. Pour démarrer, pour le cursus primaire, scolaire primaire, comme la plupart
des enfants de mon âge, cette époque de ma génération, j'ai fait la mission catholique de Silmachali, pour le primaire. La mission catholique de Silmachali était, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 50, la seule école primaire du département, et donc de Silmachali. Il n'y avait pas d'école publique à cette époque, il n'y avait que l'école de la mission catholique. Donc, comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait cette école et mon cursus a été marqué par quelques points forts, notamment je ne suis pas resté longtemps dans cette école primaire. J'ai fait 3 ans de primaire et j'ai été envoyé par les prêtres à Ferkesedougou, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres de là, où l'on formait les futurs prêtres. Ça s'appelait l'école cléricale de Ferké. Cette école qui continuait le primaire et qui préparait au séminaire. Le séminaire étant, comme vous le savez, l'école, le centre de formation des prêtres. Donc j'étais parti un peu, orienté un peu vers la prêtrise, comme beaucoup d'entre nous à l'époque. J'ai eu beaucoup de chance. Les prêtres m'ont beaucoup apporté. Je leur suis reconnaissant parce que, comme vous le savez, à cette époque, on n'allait pas très tôt à l'école. Les enfants allaient déjà un peu grands. Donc, beaucoup n'arrivaient pas à poursuivre leurs études, compte tenu de l'âge, compte tenu aussi des conditions difficiles qui étaient celles de nos parents à l'époque. Dans mon cas, j'ai eu la chance pour le primaire de n'avoir fait que 4 ans de primaire en vérité, parce que grâce au soutien des prêtres de l'époque, j'ai sauté quelques années du primaire. Par exemple, je n'ai pas fait le CE2, le CM1 pardon. Quand j'ai fait le CE2, on m'a passé directement au CM2, c'est-à-dire en terminale de primaire. Et bon, comme j'étais assez bon, je dois le dire, grâce à Dieu, eh bien, j'ai gagné 2 ans, l'une à Silmachali et l'autre à Ferké. Et très tôt, je me suis retrouvé donc dans le secondaire avec les prêtres à Begnerville. Donc le primaire a été court, il a été efficace, il a été positif et il m'a permis d'aller très vite vers le secondaire. Voilà. Alors le secondaire, vous l'avez dit que vous l'avez fait à Begnerville, alors que nous avons sélectionné aussi 2 étapes sur le plan national, sur ce volet, à savoir la première étape, c'est le baccalauréat, série sciences expérimentales à l'école normale de Dabo. Oui, alors là, il faut que je vous explique, parce que ça peut vous paraître en effet un peu flou. Après le petit clerc de Ferkesedougou, comme tous mes camarades, j'ai été envoyé à Begnerville, en effet. Je devais commencer donc la 6e pour le secondaire. C'était intéressant, je dois dire. Et il s'est trouvé que l'année suivante, j'ai eu un accident. J'ai eu un accident à Begnerville. Avec mes camarades, nous faisions à l'époque les corvées pour aider les cuisinières qui faisaient la cuisine pour les jeunes séminaristes. On allait à tour de rôle faire la corvée du bois, chercher du bois pour préparer. Il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas de... je vous parle des années 50, voilà. Eh bien, au cours d'une de ces corvées, je suis monté dans un cocotier pour couper des cocos, comme tout jeune enfant de l'époque. Et le propriétaire de la plantation où nous étions nous a effrayés. Nous étions 4 et moi j'étais à l'arbre. Et les 3 jeunes camarades qui étaient restés en bas ont pris la fuite. Quand le propriétaire a crié, ils m'ont laissé dans l'arbre et ils ont fui. Alors moi, je glissais tout au long du cocotier. Et puis bon, plus je glissais, plus la voie approchait.
et plus j'avais l'impression de ne pas aller assez vite. Alors, à un moment donné, j'ai lâché l'arbre. J'étais à peu près, d'après ce qu'on m'a dit, à peu près à 6 mètres du sol. Et je me suis fait mal. J'ai eu mal au dos. À l'époque, vous savez, la médecine n'était pas très développée. C'était dans les années 52. Et les prêtres m'ont amené très rapidement à Abidjan, où se trouvait le seul hôpital digne de ce nom, l'hôpital central. C'est là où se trouve aujourd'hui, au plateau, la BCAO. Vous voyez, c'était l'hôpital central avant, ce coin-là. J'ai été soigné et après, on m'a plâtré tout le tronc. J'ai été plâtré. Je suis reparti à Bégnarville. Je dois dire que cet incident a joué un tournant important dans mon cursus parce que j'ai dû garder le plâtre pendant 6 mois. Je suis reparti au village à Sinemachali. Je suis retourné à la mission catholique et j'ai terminé l'année scolaire à la mission catholique de Sinemachali jusqu'à ce qu'on m'enlève le plâtre qui me gênait beaucoup. Donc après cela, j'ai décidé de ne plus retourner à Bégnarville. Voilà. J'ai décidé je n'avais plus peut-être la vocation de rejoindre les prêtres. Et je suis donc parti dans le public. Et comme j'étais déjà assez avancé à ce niveau-là, je suis allé à Boaké, au cours normal de Boaké, avec les autres camarades. Très rapidement, j'ai fait les années la première partie du secondaire. J'ai passé le brevet à Boaké. Et après le brevet, les meilleurs élèves des cours normaux étaient envoyés à l'époque à l'école normale de Dabo. Ça s'appelle l'école normale des instituteurs de Dabo. Alors, je suis parti avec ce groupe-là et je suis donc allé à Dabo, à l'école normale, en seconde. Et c'est comme ça que j'ai passé le baccalauréat dans les conditions normales. Étant assez bon élève, je n'ai jamais doublé aucune classe. Et très rapidement, j'ai passé le bac. Nous étions les premiers bacheliers de l'indépendance. Nous avons passé, vous savez, à l'époque, il y avait la première partie du bac, puis la deuxième partie. Donc, la première partie, c'était la première, j'ai passé ça. Puis, la deuxième partie, c'était 1960. Donc, 1960, je passe la deuxième partie du bac, je suis reçu, et pendant que nous étions en train, on avait sélectionné les meilleurs élèves de territoire, 2 par territoire, 2 au Gabon, 2 au Congo, 2 en Côte d'Ivoire, 2 au Niger, etc., pour leur offrir une bourse de vacances en France. C'est comme ça que je suis entré dans l'avion pour la première fois. Première fois. Alors, avant de monter dans l'avion, d'abord vous étiez à Bégnarville. Alors, de Bégnarville, vous êtes parti à Sinemachali. Et de Sinemachali, vous êtes revenu à Boaké, de Boaké à Dabo. Alors, de Dabo à Abidjan, là, vous faites la préparation de la licence d'histoire à l'université d'Abidjan aujourd'hui, université Félix Houphouët-Boigny. Alors, vous voyez, après le bac, il n'y avait pas encore l'université à proprement parler en Côte d'Ivoire. C'était l'embryon de l'université en 1960. On appelait cela le centre d'enseignement supérieur. Ce centre était donc le prélude à l'université Houphouët-Boigny. Et quand nous sommes venus, nous étions inscrits dans ce centre-là. Les premiers cours se prenaient au lycée classique. On avait des bâtiments là-bas qui étaient réservés à l'université naissante. Et je m'étais inscrit pour faire une licence d'histoire, en effet. Parce que j'aimais beaucoup l'histoire et puis j'étais littéraire depuis toujours. Et il y a eu là aussi un autre tournant qu'il faut savoir pour me comprendre. Au cours de l'année, la première année d'université donc, un matin, j'écoute la radio de Côte d'Ivoire et j'apprends qu'on demande des jeunes Ivoiriens bacheliers ayant moins de 25 ans qui souhaiteraient aller faire des études dans la presse en France. J'ai été intéressé par cette annonce. Je me suis présenté
là où c'était indiqué, c'est-à-dire au ministère de l'Information, le premier ministère de l'Information du président Houphouët-Boigny. J'ai été donc, au vu de mon dossier, retenu. Et c'est comme ça qu'en pleine année scolaire, je suis parti en France. C'était au mois de février 1961. Oui, on a donc passé le bac en 60. En 61, on était à l'université. Et je suis parti. Et c'est comme ça que s'est ouverte pour moi la future carrière de journalisme. En 1961, vous partez en France. 3 ans plus tard, vous décrochez votre diplôme à l'école supérieure de journalisme de l'Université catholique de Lille, plus précisément la 38e promotion, et en plus du Centre international d'enseignement supérieur du journalisme encore de l'UNESCO à Strasbourg, toujours en France. Voilà. Alors là aussi, j'ai dit souvent que je suis un enfant de chance, c'est vrai. D'abord, vous devez savoir que je venais d'un tout petit village, on l'a dit tout à l'heure, Pegueka, et que à cette époque-là, si on ne devait compter que sur les moyens de nos parents, je n'aurais pas pu faire des études supérieures. C'est pour cela que moi j'ai toujours été pour les internats. Lorsque la Côte d'Ivoire a décidé de supprimer les internats, en Côte d'Ivoire, personnellement j'étais contre. Parce que, sachant mon cursus, je ne pouvais que soutenir le maintien des internats. Parce que des enfants comme moi, des enfants de la brousse, comme on dit, eh ben, nous n'aurions jamais pu faire de grandes études sans l'État, sans le soutien de l'État, donc sans les internats. Alors, donc, nous sommes donc partis en France, à Strasbourg, comme vous l'avez dit, le centre d'enseignement supérieur de journalisme de l'UNESCO à Strasbourg. Et quand nous avons terminé l'année 61, scolaire l'année 61, j'ai rencontré là un professeur qui m'avait remarqué au cours d'un de ses enseignements. J'avais 22 ans et il s'étonnait que à cet âge-là je sois déjà bachelier parce que vous savez, à l'époque, les Africains, bon, comme je vous ai dit, on n'allait pas très tôt à l'école, mais j'ai eu la chance. Et il m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai dit, bon, que j'allais continuer à l'université et je vais faire une licence d'histoire, enfin, en tout cas des études d'histoire. Il m'a dit, mais vous êtes vraiment intéressé par la presse? J'ai dit oui. Il dit, dans ce cas, je vais vous indiquer une adresse qui est la meilleure école de journalisme en France. À cette époque-là, en tout cas la plus grande. Elle se trouve à Lille, à l'Université catholique. C'est une école qui a une bonne réputation. Si vous voulez vraiment faire des études de haut niveau, il faut y aller. Vous êtes soumis à un test, quel que soit votre diplôme. Et si vous réussissez au test, eh bien, vous faites cette école-là. Ça dure 3 ans de formation. Ça dit bac plus 4, comme on disait à l'époque. Comme on dit maintenant, bac plus 4. Alors donc, j'ai écouté les conseils de ce monsieur Jean Laurent, c'était son nom, je l'oublierai jamais, voilà, et je suis parti à Lille, j'ai passé le test prévu pendant les vacances, et au mois de septembre, les résultats sont sortis, et j'ai été retenu. C'est comme ça que je suis entré, j'ai été le premier Ivoirien à ce niveau-là à entrer à l'école supérieure de journalisme de Lille. Et aucun Ivoirien n'avait encore fait cette école. Je dois même dire que l'école n'était pas connue en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé un seul Africain, c'était un Camerounais. Donc voilà, je suis devenu étudiant dans cette école. Et comme j'avais fini Strasbourg, ma bourse était finie en vérité, je devais revenir en Côte d'Ivoire. Et c'est le directeur, encore une autre chance, le directeur de cette école-là a écrit à Abidjan, au ministre de l'Information, pour lui dire, nous avons un jeune Ivoirien ici qui nous paraît brillant. Excusez-moi de ne pas être très modeste, mais c'est la vérité. Et vraiment, il serait souhaitable qu'une bourse lui soit accordée pour faire le cycle normal dans cette école. Et la chance, s'ajoutant à la chance, j'ai été retenu par le ministre de l'Information de Côte d'Ivoire. C'était M. Mathieu Ekra, à l'époque le premier ministre de l'Information du président Houphouët-Boigny. Et voilà comment j'ai pu avoir une bourse pour faire les 3 ans à Lille. Je dois dire que toujours
jouissant de mes nombreuses chances, à chaque vacances, au lieu de venir en vacances ou me balader, j'allais faire un stage dans un grand journal en France, surtout à Lyon. On part directement dans le volet professionnel. Voilà, donc de 1986 à 1989, le président Fologo a fait des stages, notamment au journal Le Monde, à l'AFP et enfin au Progrès de Lyon en France. Il y a forcément des anecdotes. Raconte-nous une. Bon, je vais raconter juste deux. À Lyon, comme je vous ai dit, le professeur qui m'avait repéré était un des grands patrons du Progrès de Lyon. C'est lui donc qui m'a conseillé d'aller à Lyon et il m'a encadré pendant les vacances parce que je travaillais la nuit au quotidien, mais j'étais payé. Voilà, parce que les stages étaient payés à l'époque, en tout cas. Et voilà, j'étais donc très bien. J'avais ma bourse plus ce petit salaire de stagiaire. Bon, ça a été un. Deux, le journal Le Monde, vous savez, ne prenait jamais de stagiaires. Oui, parce que on ne va pas au journal Le Monde pour s'amuser. C'était un journal d'une grande réputation, vous le savez. Et j'ai tenté comme ça ma chance. J'ai demandé à faire un stage au journal Le Monde. Et contre toute attente, on a accepté. Le directeur général, qui s'appelait à l'époque Jacques Fauvet, ça a été le directeur des années 60, a accepté de me prendre. Donc j'ai fait un mois. Et vous savez, pour coller à l'actualité, aujourd'hui, lorsque je faisais ce stage au journal Le Monde, rue des Italiens à Paris, mon frère et ami Yadé était à HEC à Paris. Et lui, il venait en vacances en Côte d'Ivoire pendant les vacances. Et quand il venait en vacances, moi qui venais de Lille pour faire mon stage, j'habitais sa piole, comme on dit ça, son petit studio pendant les vacances. Donc j'ai passé un mois dans son studio pendant qu'il était en vacances en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que les rapports n'ont pas toujours été difficiles. La preuve, c'est que voilà, on s'entraidait. J'ai donc fait le stage au journal Le Monde. Ça a été important parce que à l'école où j'étais le seul à avoir obtenu un stage au journal Le Monde. Quand vous êtes au journal Le Monde, stagiaire, mais vous ne signez jamais d'article. Parce que au journal Le Monde ne signe pas qui veut. Ouais. Eh bien, j'étais au journal Le Monde lorsque, en 1963, le premier coup d'État du Congo-Brazzaville est intervenu et a renversé l'abbé Fulbert Yolo. Vous voyez? Alors, moi, je me suis dit, étant africain, dans un grand journal comme Le Monde, peut-être pour la première fois, ils vont m'autoriser, étant donné que c'est un président africain qui tombait, à faire un petit papier. Donc, je me suis exercé à faire un article sur la chute de l'abbé Fulbert Yolo. Alors, j'ai donné à mon chef, parce que dans ces grands journaux, on ne voit jamais le rédacteur en chef. Je ne le voyais jamais, je ne savais même pas où était son bureau. Mais chacun, il y avait le chef de service. Et puis, j'ai présenté mon papier le soir. Il a dit, jeune homme, c'est bien, c'était une bonne idée, mais vous savez, le journal Le Monde, vous ne pouvez pas signer. Je dis, mais comme je suis africain et que c'est un Africain qui est l'objet de cette affaire, j'ai pensé que ce serait bien. Il m'a dit, non, donnez-moi les papiers, on va prendre quelques éléments dedans, mais vous ne pouvez pas signer. Donc je n'ai jamais signé un article dans le journal Le Monde, ce n'était même pas pensable. J'ai dit cela parce que, vous le savez, le journal Le Monde vient d'organiser à Abidjan, ces jours-ci, un grand colloque sur le développement en Afrique. C'est pour dire l'importance de ce journal et dire à mes jeunes confrères d'aujourd'hui de ne pas rêver d'entrer au journal Le Monde. Ce n'est pas facile. Mais faire un stage, c'est déjà pas mal, parce que avoir sur son cursus qu'on est passé, voilà, le curriculum qu'on est passé par Le Monde, c'est déjà une carte. Eh ben, j'ai eu la chance d'avoir eu.
On vient sur le plan national en Côte d'Ivoire. Vous avez occupé des postes, notamment directeur général de Fraternité Matin, cofondateur de la revue Voix d'Afrique et directeur de publication de Ivoire Dimanche. Que pouvons-nous retenir de tous ces postes de communication? D'abord, il faut que vous sachiez que à cette époque-là, entre la fin de l'année 1964, où j'ai terminé mes études, j'ai présenté mon mémoire de fin d'études à Lille en novembre 1964. Dès que j'ai fini, j'étais pressé de revenir en Côte d'Ivoire. Et toujours mon ami le professeur là m'a dit, mais vous êtes encore trop jeune, vous pouvez vous inscrire dans une autre branche à l'université. J'ai dit non, monsieur, vraiment il faut que je parte. Je n'ai qu'un objectif. Vous savez, je suis africain comme vous. J'ai un objectif. Ma mère est âgée, elle vit encore. Mon objectif, c'est que elle goûte à mon premier salaire avant que Dieu la rappelle. C'était mon objectif. Alors je me suis dit, si je commence à traîner en France, même si j'ai fait des études brillantes, peut-être que je n'aurai pas la chance de la revoir. Donc j'ai expliqué ça à ce monsieur. Mais le blanc ne comprenait pas. Il ne comprenait pas qu'un étudiant pense à s'occuper de sa mère, parce que chez eux c'est le contraire. Voilà. Eh bien, je lui ai dit que c'est comme ça que ça se passe. Beaucoup d'élèves ou d'étudiants s'occupent, dès qu'ils commencent à travailler, de leurs parents, vous le savez. Et je disais souvent à un ami, en Afrique, on n'a pas le temps de rester jeune longtemps. Non, vous êtes jeune, c'est vrai. Mais très rapidement, vous allez avoir des responsabilités parce que vous devez vous occuper de vos parents, de vos petits frères, si vous voulez qu'ils avancent. Donc nous étions préoccupés par cette idée-là et malgré ces conseils, je suis parti. Je suis parti, à l'époque on prenait le bateau à Bordeaux. J'ai pris le bateau à Bordeaux, on faisait 10 jours sur l'eau et on débarquait à Abidjan après une escale en Espagne, Tenerife, Las Palmas, Dakar, Conakry et puis Abidjan. Voilà. Donc j'arrive ici, je dois dire que je ne savais pas trop où j'allais parce qu'il y avait pas de journal à proprement parler. Il y avait le vieux quotidien qu'on appelait Abidjan Matin. Abidjan Matin, le premier quotidien de Côte d'Ivoire à l'époque. C'était un journal colonial qui appartenait à un vieux blanc qui s'appelait M. De Breteuil. M. De Breteuil était propriétaire de Abidjan Matin. Et à l'époque, le président Oufoué était député. Bon. Et quand il est devenu président de la République, donc à partir de 60, une de ses préoccupations était de créer un journal national. Donc, encore une chance, j'arrive juste au moment où le projet de créer ce journal-là venait d'être déposé sur le bureau du président de la République. Et j'ai été appelé parce qu'ils ont vu mon dossier. On m'a dit, ah mais il paraît que vous êtes le seul Ivoirien à avoir fait de vraies études de journalisme. Parce que ceux qui étaient là, à la radio, même le début de la télévision, aucun n'avait fait des études supérieures. C'était, de journalisme, ah non, de rien. La plupart, je ne connais même pas un seul de cette époque qui avait le baccalauréat. C'est des jeunes gens qui avaient peut-être des atouts, du talent, et puis bon, qui entraient un peu dans la presse comme on entre, comme on va au cinéma un peu, quoi. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir été le premier Ivoirien à remplir ces conditions-là. Et, énième chance, le président de la République me fait appeler par le président Yassé Philippe, qui était secrétaire général du PDCI à l'époque, et président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui m'a appelé, qui m'a amené chez le président Oufoué-Boigny, que je voyais de près pour la première fois. Donc, fin 64, novembre 64. Décembre 64, nous démarrons à fond le journal. Et le premier numéro de Fraternité Matin, dont j'étais déjà le rédacteur en chef, donc le patron, eh bien, paraît le 9 décembre 1964. 9 décembre 1964, premier numéro de Fraternité Matin. Et depuis, je n'ai plus bougé. J'ai travaillé, je peux vous le dire, hein, je dis ça souvent aux jeunes gens, ils ne savent pas quelle est leur chance aujourd'hui. Les temps ont changé, évidemment. Mais j'ai travaillé nuit et jour. Parce que la journée, il fallait faire des reportages, il n'y avait pas assez de journalistes, on était 6 journalistes. Sur les 6, 4 étaient sénégalais.
d'origine. Il n'y avait que 2 Ivoiriens, vous voyez. Bon, nous avons fait tant bien que mal, c'était très dur au départ, je dois dire. Et la nuit, il fallait être à l'imprimerie. Donc on dormait très peu. Mais on a tenu le coup et on a eu les félicitations même du président Houphouët-Boigny en 65 parce que il a vu comment c'était pas facile. Bien. Alors donc cette période-là a été fructueuse parce qu'en plus du quotidien, comme vous l'avez dit, avec l'appui du président Houphouët-Boigny, les années qui ont suivi, j'ai réalisé d'autres opérations. J'ai donc créé, c'est vrai, Ivoire Dimanche, voilà, qui était un hebdomadaire, comme son nom l'indique. Nous avons créé avec un ami sénégalais, un mensuel qui s'appelait La Voix d'Afrique, c'est-à-dire la Voix de l'Afrique, Voix d'Afrique, qui était installé ici au plateau, en dehors de Fraternité Matin. Et le journal a été soutenu par le président Houphouët et par le président Mobutu à l'époque. Il a assez bien marché un certain temps. Malheureusement, je suis tombé sur un confrère, je ne dirais pas le nom du pays pour ne pas le gêner, qui aimait plus l'alcool que l'écriture. Que l'écriture, de sorte que la gestion a été très approximative. Et malheureusement, je n'avais pas le temps de gérer à la fois le quotidien, l'hebdomadaire et puis le mensuel. Je lui avais confié vraiment la gestion complètement. Et chaque mois, il devait aller à Paris, parce qu'on tirait le journal à Paris à l'époque, le mensuel. Et puis je me suis aperçu malheureusement qu'il faisait plus que gérer ce journal-là. Et ceux qui nous aidaient à le faire ont dû arrêter, parce qu'on n'avançait pas. C'est comme ça que mort Voix d'Afrique. Et nous avons continué heureusement avec le quotidien, qui lui a très bien marché. C'est moi qui suis allé chercher à Lille le second Ivoirien qui est entré dans cette école après moi, Auguste Mirmont, qui est devenu après moi rédacteur en chef, puis directeur, puis ministre, comme vous le savez. Voilà. Mais j'étais très content d'avoir trouvé un Ivoirien qui avait fait la même école, on s'entendait bien, très bien, et on a pu faire marcher le journal. On avait d'autres amis, il y avait du Bénin, il y en avait du Sénégal. En tout cas, j'étais fier à un moment donné que le quotidien qui se faisait pour la première fois en Afrique, en offset, c'est-à-dire on abandonnait le plomb, vous savez, pour faire de l'offset, c'est-à-dire le film. Et voilà. Aujourd'hui, vous faites les journaux avec tous les moyens modernes rapidement, mais nous on avait le film, c'était pas facile, mais on a réussi. Et je rends aussi hommage à 3 Français qui ont été avec moi jusqu'en 1975, jusqu'à ce que je devienne ministre, et qui m'ont beaucoup aidé aussi. C'était des professionnels, la presse. Bon, ils sont tous repartis maintenant. Et voilà comment Fraternité Matin a fonctionné pendant les premières années. Années difficiles, mais années exaltantes. Vous parlez de la communication avec tant de passion. La radio Sounion, FM Destiné Mathiali, est l'émanation de l'ONG Sounignon, qui a été créée par l'un de vos jeunes frères, Eladj Dogoni Suleiman, banquier de son état. Quel commentaire faites-vous d'un banquier qui crée une radio locale? Eh bien, lorsque mon jeune frère a eu l'idée de créer la radio, il m'a fait l'amitié et l'honneur de m'en informer. Il savait que j'étais dans le domaine, et puis je suis son grand frère, donc j'étais au courant. Et quand la radio est née, j'ai été un des premiers vraiment à le féliciter. En vérité, c'est moi qui devais le créer, parce que moi, je suis journaliste, je connais bien le domaine. Bon, c'est vrai que je n'ai pas d'argent, mais j'aurais pu lui donner l'idée de créer, sachant l'importance de la radio dans un domaine rural comme Destiné Mathiali. Mais il a eu l'idée lui-même, il nous en a informé et on l'a encouragé. Aujourd'hui, je suis fier du chemin parcouru. C'est un garçon sérieux, quand il fait quelque chose, il va jusqu'au bout.
La preuve, c'est que on avance. Et aujourd'hui, grâce à votre organe, nous allons peut-être réussir l'organisation de cette grande manifestation que nous préparons, donc le grand meeting de la réconciliation de Sinama Tchadi. Et je suis content parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a peu de communes qui n'ont pas de radio de proximité. Très peu. Et nous autres, Sinama Tchadi, là aussi, nous aurions encore échoué aussi s'ils n'avaient pas eu cette idée. Parce que ça n'existait pas. Et aujourd'hui, on est fiers de dire au moins qu'on a une radio, que ce soit l'ONG, que ce soit une mutuelle. Ce qui est vrai, c'est que la radio a été créée et qu'elle fonctionne. C'est pourquoi je m'en réjouis. Alors vous le disiez tantôt, aujourd'hui à Sinama Tchadi, on est fiers de dire qu'on a une radio. Amis auditeurs et auditrices, nous rappelons que nous sommes avec le président Laurent Donafologo, dans le cadre de ce numéro spécial Réconciliation. À l'instant, nous parlions de son parcours scolaire et professionnel. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon espoir, et tu le sais, tu es mon frère. Mon ennemi, c'est ce qu'on veut me faire croire. C'est pas ta faute si on est séparés. Tu vis au nord et moi au sud. Tends-moi la main, donnons-leur une leçon à ces politiciens. À ces politiciens.